Durant les derniers mois de la guerre, l'armée allemande ne pouvait plus soutenir le front. Les pertes se comptèrent par millions, le carburant se faisait rare et les usines étaient réduites en ruines. Hitler ordonna de résister à tout prix, mais les machines qui avaient conquis la moitié de l'Europe s'effondraient. Les forces soviétiques avancèrent depuis l'Est avec une offensive implacable. Au même moment, les Alliés pressaient depuis l'Ouest et détruisaient les infrastructures allemandes par des bombardements massifs. Les lignes de ravitaillement s'effondrèrent, les divisions furent encerclées et le Reich se retrouva pris entre deux fronts. En quelques semaines, Berlin devint un champ de ruines sans défense possible. Comment un empire militaire qui semblait invincible a-t-il pu s'effondrer si vite? Quelles décisions ont scellé le sort d'Hitler et de son armée? Est-ce la force des Alliés ou les erreurs des Allemands eux-mêmes qui ont précipité la défaite? Ruine du Reich, l'hiver qui annonça la chute. Durant l'hiver 1945, la géographie militaire du Troisième Reich annonçait un effondrement imminent. L'armée rouge avait traversé la Pologne et progressé vers l'Oder, à proximité de Berlin. Depuis l'été précédent, après l'opération qui avait démantelé le groupe d'armées centre, les fronts soviétiques avaient récupéré la Biélorussie, reconquis Varsovie et pénétré en Prusse orientale, tandis que les forces au sud menaçaient la Silésie, noyau industriel du Reich. Parallèlement, d'autres offensives se développèrent dans des directions différentes. Les troupes soviétiques pressèrent la Hongrie et la Tchécoslovaquie, réduisant les vestiges de la présence allemande dans les Balkans à des poches isolées. À l'ouest, les forces anglo-américaines reprirent l'initiative après avoir contenu l'offensive des Ardennes, ce dernier pari allemand qui avait épuisé les réserves de blindés et de carburant sans obtenir les résultats escomptés. Avec cette défaite, le front occidental resta ouvert à l'avancée vers le Rhin et au siège progressif des villes industrielles de la Ruhr. Les mouvements des armées alliées s'intensifièrent également dans d'autres contextes. En France et en Belgique, des unités américaines, britanniques et canadiennes s'approchèrent du cœur de l'Allemagne, la traversée du Rhin étant prévue pour les semaines suivantes. En Italie, les forces allemandes résistèrent difficilement au nord, appuyées par des formations usées et peu ravitaillées. La situation dans les Balkans était encore plus critique. Le retrait de Grèce avait exposé les garnisons de Yougoslavie et d'Albanie, soumises à la pression combinée des partisans et des armées régulières du bloc soviétique. La Hongrie devint l'un des champs de bataille les plus rudes de l'hiver. Budapest était encerclée depuis décembre et, en janvier, les combats urbains se poursuivirent dans des conditions extrêmes. Plus de 70 000 soldats allemands et hongrois étaient piégés dans la ville, défendant maison après maison les assauts de l'armée rouge. La résistance se prolongea, mais il n'y eut aucune possibilité réelle de briser le siège. La situation militaire coïncidait avec une profonde détérioration de la vie civile en Allemagne. Les bombardements stratégiques de l'aviation britannique et américaine avaient atteint une intensité sans précédent. Des villes comme Hambourg, Essen et Düsseldorf avaient été en grande partie réduites en ruines. Berlin, fréquemment attaqué en novembre et décembre de l'année précédente, présentait des quartiers entiers détruits, le réseau électrique et l'approvisionnement en eau étant régulièrement interrompus. Plus d'un tiers des bâtiments de la capitale étaient endommagés ou inutilisables. Dans de nombreuses villes, les abris souterrains étaient saturés et les conditions d'hygiène minimales. La faim s'est propagée tandis que le système de rationnement s'effondrait. Les rations officielles diminuèrent constamment, se plaçant en dessous du niveau minimum nécessaire à la subsistance de la population. Le marché noir est devenu une ressource habituelle, bien qu'inaccessible à la majorité. Les files d'attente devant les boulangeries et les boucheries étaient quotidiennes et souvent se terminaient sans aucun produit. Dans le même temps, le mouvement de millions de réfugiés venus de Prusse orientale, de Poméranie et de Silésie accentua la pression sur les infrastructures effondrées du Reich. L'hiver fut particulièrement rigoureux et les colonnes civiles avancèrent à pied, mal abritées et disposant de moyens de transport limités, cherchant refuge dans les zones encore sous contrôle allemand. Sur les routes gelées et dans les ports encombrés, des scènes de déplacement massifs se produisirent, reflétant le caractère irréversible de l'effondrement. La propagande officielle maintenait le discours d'une résistance finale. Le régime parlait de nouvelles armes décisives et de l'inéluctabilité de la victoire. Cependant, le contraste avec la réalité était flagrant. Le 30 janvier, à l'occasion du 12e anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Hitler,
le dictateur prononça un discours radiophonique insistant sur la défense de la patrie comme une question de survie. La population, épuisée, accueillit ces messages avec scepticisme. Les rapports internes de la police secrète indiquaient une baisse notable de la confiance dans la victoire, tandis que l'attente d'une fin proche se prolongeait, même si elle impliquait une défaite. Sur le front de l'Est, les opérations militaires confirmèrent l'ampleur de la crise. Le 12 janvier, l'armée rouge lança l'offensive Vistule-Oder, déployant un contingent de soldats et de matériel sans précédent. En moins de 3 semaines, les Soviétiques parcoururent des centaines de kilomètres et atteignirent l'Oder, se plaçant ainsi devant Berlin. La vitesse de l'avancée dépassa même les prévisions soviétiques. Varsovie, Lodz et Poznań furent reprises en quelques jours, tandis que la Prusse orientale se retrouvait pratiquement isolée. Les ordres émanant du commandement allemand maintenirent le slogan de résister à chaque position sans retraite stratégique. Cette directive, dictée directement par Hitler, entraîna la perte de formations entières, prises au piège dans des poches de siège. Le refus de manœuvrer laissa des milliers de soldats prisonniers d'opérations déjà décidées. À Budapest, en Prusse orientale et en Silésie, le même scénario se reproduisit. Le transfert définitif d'Hitler dans le bunker de la chancellerie, le 16 janvier, symbolisa l'isolement des dirigeants nazis. Dès lors, le centre de commandement se réduisit à des réunions clandestines avec son entourage immédiat. Les contacts avec la population disparurent. Les communications se limitèrent à la radio et aux communiqués écrits, soigneusement contrôlés pour dissimuler la détérioration physique du Führer et l'ampleur des défaites. L'image publique se réduisit à la voix transmise par radio, tandis qu'en réalité, Hitler se déplaçait avec difficulté dans les couloirs souterrains. Sur le front occidental, les Alliés avaient contenu l'offensive allemande dans les Ardennes à la mi-janvier et repris l'avancée vers le Rhin. L'opération allemande visait à diviser les forces alliées et à reprendre l'initiative en Belgique, mais le manque de carburant et la résistance organisée accélérèrent l'échec. Avec le retrait allemand, les troupes américaines franchirent la Meuse, tandis que les troupes françaises progressèrent vers l'Alsace et la Lorraine. La pression sur la frontière occidentale du Reich s'intensifia constamment. En Allemagne, les signes de la défaite devinrent visibles dans chaque scénario. Femmes, vieillards et adolescents creusèrent des tranchées dans les environs de Berlin. À Hambourg, des milliers de personnes vivaient dans des sous-sols humides, subsistant avec des rations minimales. Sur les routes de Prusse orientale, des colonnes civiles avançaient sous des températures extrêmes, tentant de se distancer de l'avancée soviétique. La combinaison de l'effondrement militaire, de la destruction des villes et de l'épuisement social marqua irrémédiablement la situation du Reich durant les premiers mois de 1945. L'issue restait à venir, mais la direction était claire. Les opérations militaires sur les 2 fronts, l'effondrement logistique et la perte de cohésion interne laissaient le régime sans réelles options. Le terrain était préparé pour les événements qui, dans les mois suivants, conduiraient au combat final dans la capitale du Reich. Le spectre du Führer, un commandement perdu dans la pénombre. Au cours des premiers mois de 1945, l'image d'Adolf Hitler s'était profondément transformée par rapport à celle qui avait dominé l'Europe quelques années auparavant. Son apparence présentait des signes évidents de détérioration physique. Sa posture voûtée et ses pas courts reflétaient une perte de fermeté. Son visage, marqué par une pâleur maladive, laissait entrevoir une santé fragile qui contrastait avec l'image de propagande encore diffuse. Ses cheveux entièrement grisonnants renforçaient cette impression de vieillissement prématuré. Le tremblement constant de sa main gauche, qu'il tentait de dissimuler en la tenant ou en la plaçant derrière son dos, était devenu l'un de ses traits les plus notoires. La détérioration motrice s'est accentuée par des épisodes de spasmes qui s'étendaient à tout le bras et parfois à une grande partie du corps. Écrire pendant de longues périodes est devenu impossible et il fallait dicter des ordres au secrétaire. Le régime alimentaire s'est réduit à des repas mous et à un faible apport calorique, conséquence de troubles digestifs chroniques, notamment de crampes et de fréquents épisodes de diarrhée. Ces limitations ont accentué un état de faiblesse générale. La dépendance envers son médecin personnel, Théodore Morel, était déterminante. Depuis la fin des années 1930, Morel administrait à Hitler des traitements à base d'injections à effet immédiat. En 1945, cette habitude était devenue une dépendance quotidienne.
Parmi les préparations figuraient des stimulants comme la pervitine, des dérivés de la morphine comme le caudal, des barbituriques pour induire le sommeil et des composés vitaminiques mélangés à des extraits animaux. L'administration fréquente de ces substances provoquait un mélange d'euphorie artificielle et d'épuisement profond. L'effet sur le comportement était perceptible lors des réunions militaires. Après avoir reçu des injections, Hitler alternait des périodes d'excitation et des moments de découragement. Il lui arrivait d'interrompre ses généraux par des monologues chargés de reproches, tandis qu'à d'autres moments, il restait inactif pendant des heures. Sa capacité de concentration diminuait et les ordres devenaient contradictoires. L'entourage immédiat était le théâtre d'accès de fureur suivis de longs intervalles de léthargie. Un sommeil irrégulier aggravait ce schéma. Des spasmes nocturnes et une toux persistante le tenaient éveillé, ce qui entraîna une consommation accrue de barbituriques. Le cycle de stimulants et de sédatifs créa une double dépendance qui affecta à la fois son état physique et son jugement politique et militaire. L'image du leader qui avait autrefois incarné force et décision fut remplacée par un leader affaibli, conditionné par un régime chimique permanent. Au milieu de cette détérioration, Hitler conservait une confiance absolue dans ce qu'il appelait les armes miracles. Depuis des années, le régime promouvait l'idée d'innovation technologique capable de changer le cours de la guerre. En 1945, cette conviction s'intensifia. L'un des principaux projets fut le chasseur à réaction Me-262. Avec des performances supérieures à celles des avions alliés, il représentait une avancée technique notable. Cependant, sa production fut insuffisante. La décision de l'utiliser comme bombardier léger retarda son développement comme intercepteur. Lorsqu'il fut finalement déployé au combat, le nombre d'unités opérationnelles était trop réduit pour exercer une influence décisive dans la guerre aérienne. L'autre grand symbole fut le missile balistique V2. Capable de transporter une charge explosive à des centaines de kilomètres, il devint le premier système de ce type utilisé au combat. Dès septembre 1944, ils furent lancés contre Londres, Anvers et d'autres villes européennes. Le résultat fut des destructions locales et des milliers de victimes civiles, mais son impact stratégique fut minime. Le manque de précision, les coûts élevés et la demande de ressources stratégiques limitèrent son effet à une valeur essentiellement propagandiste. Le V1, son précurseur, avait été utilisé l'année précédente comme arme de saturation contre l'Angleterre. Des milliers de projectiles furent lancés, mais les défenses anti-aériennes et la prise des bases de lancement réduisirent son efficacité. Au début de 1945, le programme avait perdu toute utilité militaire. Au-delà de ces systèmes, certains projets n'ont pas dépassé le stade du prototype. Parmi eux, le char super lourd Maus, aux dimensions excessives pour être pratique, et le canon sonore, présenté comme une arme capable de provoquer des dégâts par ondes acoustiques, mais jamais utilisée au combat. Des rumeurs circulaient également concernant des bombes nucléaires et des avions à portée orbitale, des initiatives qui ont absorbé des ressources sans se concrétiser. L'obsession pour ces armes répondait à la conviction qu'une résistance prolongée permettrait d'atteindre un tournant. Hitler répétait que l'histoire offrait des exemples de victoires fondées sur des innovations technologiques décisives. Cette vision le conduisit à rejeter les rapports soulignant l'impossibilité de maintenir la production et le manque de ressources de base. Les réunions dans le bunker étaient rythmées par des discussions sur la vitesse du Me-262 ou sur la capacité destructrice du V2, tandis que sur les fronts, la Wehrmacht manquait de carburant et que les villes étaient dévastées par les bombardements alliés. La foi dans les projets techniques, combinée à la détérioration physique et à la dépendance aux substances, a façonné un dirigeant de plus en plus éloigné de la réalité militaire. À l'intérieur du bunker, l'image publique de la fermeté se réduisait à un cercle d'assistants observant la transformation d'un dirigeant en homme malade, nourri par des injections et l'espoir d'armes incapables de modifier le rapport de force. Le mythe persistait à l'extérieur grâce aux discours radiophoniques, mais à la chancellerie, la figure d'un Führer fantôme s'imposait, s'accrochant à des projets qui ne pouvaient éviter l'issue de la guerre. La voie de la tromperie, Goebbels au bord de l'abîme. Durant les derniers mois de la guerre, Joseph Goebbels conserva son rôle d'architecte de la propagande du Reich. Alors que la situation militaire était déjà intenable,
et que les défaites s'accumulaient sur tous les fronts, il renforça sa conviction que la parole pouvait servir de dernier rempart. Depuis son bureau à la chancellerie, il supervisa chaque communiqué, chaque discours et chaque production culturelle afin de maintenir l'obéissance et d'éviter un effondrement interne. Goebbels n'improvisait pas. Durant les années de domination nationale socialiste, il avait démontré une capacité constante à manipuler l'opinion publique, construisant des images d'unité autour du Führer. En 1945, face à la défaite, il orienta sa stratégie vers le maintien de la fiction d'une résistance inébranlable. La propagande devait présenter la guerre comme une lutte pour l'existence même, où le sacrifice collectif était la condition indispensable à la survie. L'un des symboles de cette étape finale était le film Kolberg. Conçu il y a longtemps, Goebbels décida de le présenter en janvier 1945, au moment même où les troupes soviétiques atteignaient les frontières du Reich. Le scénario recréait la défense de la ville prussienne de Kolberg contre l'armée napoléonienne en 1807. Le message se voulait transparent. Même dans des circonstances désespérées, la résistance pouvait mener à l'honneur et à la victoire morale. La production de Kolberg représentait un effort démesuré. Des dizaines de milliers de soldats furent retirés du front pour participer comme figurants. Des ressources rares, comme les chevaux, les armes et les uniformes historiques, furent détournées vers le tournage. Des quantités de pellicules que l'industrie parvenait à peine à produire en pleine guerre furent destinées au projet. Le résultat fut un long métrage à grand déploiement, mais sa première eut lieu dans un contexte absurde. Berlin et d'autres villes étaient constamment bombardées et les théâtres fonctionnaient irrégulièrement. La première coïncida avec l'anniversaire de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, mais à peine quelques projections furent réalisées avant que la situation militaire n'en empêche la diffusion. Ce qui devait être l'épopée de la résistance devint le symbole de la déconnexion entre propagande et réalité. Avec le cinéma, la radio demeura un média essentiel. En janvier, Hitler prononça pour la dernière fois un discours public retransmis en direct. Il fut bref, sans énergie et sans plan défini, mais présenté comme une preuve de fermeté. Goebbels compléta cette intervention par ses propres discours, plus fréquents et plus élaborés. Il insista sur l'idée de guerre totale, concept qu'il défendait depuis 1943, et décrivit le conflit comme une confrontation existentielle entre la civilisation allemande et la menace soviétique. Chaque défaite était présentée comme une retraite calculée et chaque ville perdue comme un exemple de sacrifice. Les bombardements alliés servaient d'argument de résistance. La destruction de Dresde, survenue entre le 13 et le 15 février 1945, fut immédiatement reprise dans son discours. Des images de ruines et de victimes furent diffusées, prouvant que l'ennemi cherchait l'anéantissement total du peuple allemand. Dans le même ordre d'idées, les attaques aériennes sur Berlin étaient décrites comme une confirmation de la nécessité de se battre jusqu'au bout. La souffrance devait être interprétée comme un sacrifice historique. Les victimes des bombardements devenaient des martyrs et les dévastations matérielles une preuve de la force spirituelle du Reich. Cependant, les rapports de la Gestapo révélaient un état d'esprit différent. À Berlin, la majorité des habitants se concentrait sur l'approvisionnement en nourriture et en carburant. La propagande officielle était écoutée avec indifférence et la radio était principalement utilisée pour connaître les alertes aériennes. À Dresde, après le bombardement, l'effet ne fut pas non plus celui escompté. L'indignation contre les Alliés s'exprima, mais les voix qui acceptaient la défaite comme inévitable se multiplièrent. Les réfugiés venus de l'Est racontèrent les atrocités commises lors de l'avancée soviétique, ce qui accroîtra la peur, mais non la confiance dans la reprise militaire. Le décalage entre le discours officiel et le quotidien devint évident. Malgré cela, Goebbels persista. En mars et avril, il soutint l'idée que l'Allemagne devait résister pour gagner du temps jusqu'à l'éclatement d'un conflit entre les alliés occidentaux et l'Union soviétique. Il présenta cette fracture éventuelle comme la dernière chance de survie. Il répéta que le sacrifice présent porterait ses fruits lorsque les ennemis s'affronteraient. Le style de ses interventions demeurait solennel et calculé. Il usait de références historiques et d'un langage épique pour masquer la précarité de la situation réelle. Tandis que Hitler restait de plus en plus isolé dans son bunker, Goebbels devint la voix la plus audible du régime. Ses discours étaient plus fréquents que ceux du Führer lui-même et dominaient la propagande radiophonique. Parallèlement, il contrôlait la presse écrite.
qui continuait de publier des titres sur de prétendues victoires et contre-offensives, même lorsque l'armée rouge atteignit l'Oder et se positionna à quelques kilomètres de la capitale. La propagande ne pouvait contrer les preuves quotidiennes. Les rues jonchées de décombres et les files d'attente interminables pour obtenir du pain ou du charbon étaient plus éloquentes que n'importe quel communiqué. Le peuple allemand était épuisé et même si certains secteurs restaient fidèles au régime, la majorité n'attendait que la fin. À cette époque, la fonction de la propagande se réduisait à retarder les redditions locales et à maintenir la discipline par l'illusion d'une résistance encore possible. Goebbels persévéra dans sa tâche jusqu'au dernier moment, convaincu que les mots pouvaient remplacer les faits. Dans les couloirs de la chancellerie, tandis que les bombardements secouèrent Berlin et que les soviétiques levaient le siège, il continuait à rédiger des communiqués et à préparer des discours qui tentaient de soutenir une fiction à laquelle plus personne ne pouvait croire. Ombre de trahison, le pouvoir brisé de l'intérieur. Dans les dernières semaines du Troisième Reich, alors que la défaite n'admettait plus de discussion, l'unité apparente de la hiérarchie nazie commença à se fissurer. Les serments de loyauté personnelle au Führer, répétés pendant plus d'une décennie, cédèrent le pas à l'instinct de survie. Dans un contexte où la défaite militaire s'ajoutait à la destruction interne, certains des dirigeants les plus proches d'Hitler tentèrent d'assurer leur avenir en négociant avec leurs ennemis. Parmi eux se distinguèrent Hermann Göring et Heinrich Himmler, dont l'ambition personnelle se traduisit par les manœuvres de trahison les plus notoires au sein de la hiérarchie. Hermann Göring avait accompagné Hitler dès les premières années du mouvement. Héros décoré de la Première Guerre mondiale, fondateur de la Gestapo en 1933 et commandant en chef de la Luftwaffe, il avait accumulé un pouvoir et un prestige qui en faisaient une figure centrale du régime. En 1941, un décret signé par Hitler lui-même le désigna comme successeur en cas d'incapacité. Cependant, la défaite de la bataille d'Angleterre et l'impossibilité de garantir la supériorité aérienne face à l'Union soviétique affaiblirent sa position. Les bombardements systématiques de l'Allemagne à partir de 1943 marquèrent la perte totale du contrôle aérien. La Luftwaffe ne put empêcher la dévastation de Hambourg, Cologne ou Berlin, et Göring devint la cible de critiques tant au sein des milieux militaires que politiques. En 1945, Göring passa de longs séjours dans ses résidences de Karinhal et Berchtesgaden, retiré de la vie politique quotidienne. Sa présence à Berlin était sporadique et Hitler le considérait de plus en plus comme insignifiant. Conscient de sa marginalisation progressive, le maréchal décida d'agir à l'approche de la bataille finale pour Berlin. Le 23 avril, la capitale étant assiégée par l'armée rouge, il envoya un télégramme à la chancellerie du Reich. Il y affirmait que, conformément au décret de 1941, il lui appartenait d'assumer la direction de l'État si Hitler était empêché. Il fixe un délai. En l'absence de réponse avant minuit, il interpréterait son silence comme une autorisation. Le message fut intercepté par Martin Bormann, secrétaire personnel d'Hitler et administrateur de la chancellerie du parti. Bormann, dont l'influence s'était accrue ces derniers mois grâce à sa maîtrise de l'information, présenta le télégramme comme une tentative de coup d'État. Hitler, enfermé dans son bunker et dominé par la méfiance, réagit avec fureur. Il ordonna la destitution immédiate de Göring et organisa son assignation à résidence. En quelques heures, le successeur désigné passa du statut de figure secondaire du régime à celui de traître sans pouvoir. Bien qu'il ne fût pas exécuté, il fut marginalisé et incapable d'influencer l'issue du conflit. La chute de Göring fut rapide, mais celle d'Heinrich Himmler eut une portée encore plus grande. En tant que Reichsführer de la SS, il contrôlait la police, les camps de concentration et une grande partie de l'appareil répressif. Son pouvoir avait atteint des niveaux qui le plaçaient au-dessus de tout hiérarque, à l'exception d'Hitler lui-même. Mais dans les derniers mois, il comprit que cette même position faisait de lui le principal responsable de crimes qui seraient inévitablement jugés. Himmler, contrairement à Göring, ne revendiquait pas la succession officielle. Sa stratégie consistait à rechercher une entente directe avec les ennemis du Reich. Depuis la fin de 1944, des contacts discrets existaient entre des représentants SS et la Croix-Rouge suédoise. Par l'intermédiaire du comte Folke Bernadotte, vice-président de l'organisation, des opérations humanitaires avaient été menées pour libérer des prisonniers scandinaves des camps allemands.
Himmler en profita pour tenter une négociation plus large. Sa proposition consistait à libérer des milliers de prisonniers des camps de concentration en échange d'une reconnaissance politique ou de concessions diplomatiques. En pratique, il prétendait se présenter comme un dirigeant capable de garantir une transition ordonnée et surtout comme un allié potentiel contre l'Union soviétique. L'une des tentatives les plus notoires eut lieu avec l'homme politique suisse Jean-Marie Musi, à qui Himmler proposa de libérer des milliers de prisonniers juifs en échange de devises étrangères. Bien que l'accord ne fût pas concrétisé sous la forme proposée, il permit la libération partielle de groupes réduits. En avril 1945, un convoi transportant environ 1700 juifs quitta Bergen-Belsen à destination de la Suisse. Il s'agissait d'une exception isolée que Himmler tenta de présenter comme un geste humanitaire, bien que son objectif fût d'acquérir une légitimité auprès des Alliés. L'étape la plus risquée eut lieu à Lübeck, où il entretint des discussions directes avec Bernadotte Fiehn-Avril. Il y proposa la reddition partielle du Reich aux Britanniques et aux Américains, excluant délibérément l'Union soviétique. Son intention était de provoquer une division entre les Alliés et de repositionner l'Allemagne comme un partenaire utile face au communisme. La proposition, cependant, manquait de viabilité. Londres et Washington avaient déjà convenu avec Moscou de ne pas négocier séparément. Le 28 avril, la nouvelle de ces manœuvres se répandit par les agences internationales. Hitler, toujours dans le bunker, accueillit le rapport avec indignation. Pour lui, la conduite d'Himmler équivalait à une trahison plus grave que celle de Göring. Il négocia non seulement dans le dos du Führer, mais aussi avec ceux qu'il considérait comme des ennemis irréconciliables. La réaction fut immédiate. Il destitua Himmler de tous ses postes et ordonna son expulsion de son cercle de confiance. Hermann Fegelein, agent de liaison d'Himmler à Berlin et beau-frère d'Eva Braun, fut arrêté à la chancellerie, soumis à un conseil sommaire et exécuté dans le jardin du bunker. Ces épisodes confirmèrent la désintégration interne du régime. En pleine crise, Martin Bormann renforça sa position d'administrateur de fait. Il contrôlait l'accès au Führer, filtrait les informations et rédigeait les ordres qui continuaient d'être émis depuis le bunker. Il présentait les nouvelles d'une manière qui accroissait la méfiance d'Hitler envers ses collaborateurs. Ainsi, tandis que Göring et Himmler étaient mis à l'écart, il consolida sa position de figure la plus influente dans l'entourage immédiat du dirigeant. Le comportement de Göring et de Himmler a révélé la fragilité des liens qui avaient soutenu le régime pendant 12 ans. Tous deux avaient été des piliers fondamentaux, l'un comme successeur officiel et maréchal du Reich, l'autre comme chef absolu de la SS et architecte du système d'extermination. Ces derniers jours, ils sont devenus des symboles de la décomposition politique. Leurs manœuvres ont démontré que les dirigeants nazis n'agissaient plus comme un bloc, mais comme un groupe d'individus en quête de solutions de rechange. Le bunker de la chancellerie reflétait cette dynamique. Là, tandis qu'Hitler s'obstinait à résister jusqu'au bout, ses principaux collaborateurs menaient des négociations clandestines ou cherchaient à s'échapper. L'autorité du Führer ne reposait que sur la loyauté de quelques-uns, tandis que les autres cherchaient à assurer leur survie. Intrigues, soupçons et accusations de trahison remplaçaient la coordination politique. La trahison des dirigeants n'était pas seulement un symptôme de faiblesse, mais aussi un facteur d'accélération de l'effondrement. Les décisions stratégiques furent prises en pleine crise de confiance et les ordres perdirent de leur efficacité. Le régime, qui avait proclamé une obéissance absolue, se fragmenta de l'intérieur au cours de son effondrement. La bataille de Berlin progressa sans retenue et le pouvoir nazi se consuma parmi les ruines, les désertions et les complots. Le décret de la mort, l'Allemagne entraînée au sacrifice. En mars 1945, alors que l'effondrement du Reich était irréversible, Adolf Hitler signa un ordre destiné à entraîner toute l'Allemagne dans sa chute. Connu sous le nom de décret Néron, ce document établissait la destruction de toute infrastructure utile à l'ennemi, usines, ponts, centrales électriques, barrages, lignes de chemin de fer, dépôts de carburant et toute ressource susceptible de soutenir les forces alliées. Le texte affirmait que si le peuple allemand n'était pas capable de s'imposer dans la lutte, il démontrerait qu'il ne méritait pas de survivre. Il ne s'agissait pas d'une simple directive militaire de la terre brûlée, mais d'une politique de dévastation interne, condamnant explicitement une population déjà épuisée par la faim, le froid et les bombardements.
Hitler exigea de ses généraux et administrateurs qu'ils exécutent l'ordre sans réserve, même si cela impliquait de priver des millions de civils de moyens de subsistance. Le ministre de l'Armement, Albert Speer, reçut des instructions directes pour organiser la destruction systématique de l'économie allemande. Pendant des années, il avait été l'un des plus proches collaborateurs du Führer, responsable de la multiplication de la production de guerre par un recours intensif au travail forcé et aux ressources industrielles. Cependant, dans les derniers mois, il adopta une position différente. Il comprit qu'appliquer le décret équivalait à condamner la nation à un avenir de ruine irréparable. Speer décida de ne pas se conformer pleinement aux ordres. Bien qu'il les transmette formellement, il s'employa en pratique à les bloquer. Il convainquit ingénieurs et administrateurs d'ignorer des directives spécifiques, ordonnant de faire sauter des ponts ou de détruire des installations industrielles. Dans certains cas, il donna des instructions contradictoires. Dans d'autres, il affirma que certains objectifs étaient déjà rendus inutiles par les bombardements, ce qui permit de les préserver. Sa stratégie consistait à paraître obéissant tout en entravant leur application concrète. De ce fait, une bonne partie des infrastructures survécut à la fin de la guerre, mais pas toutes. Des ponts furent démolis conformément au décret, notamment sur le Rhin et l'Elbe, aggravant la misère civile et entravant l'approvisionnement durant les derniers mois. Parallèlement, le régime organisa des évacuations forcées de prisonniers des camps de concentration et d'extermination. Face à l'avancée des troupes soviétiques depuis l'Est et à la pénétration des Alliés depuis l'Ouest, les SS ordonnèrent le transfert de dizaines de milliers de détenus vers l'intérieur du Reich. Le manque de moyens transforma ces déplacements en catastrophes. Les trains surpeuplés se transformèrent en instruments d'agonie et, dans la plupart des cas, les prisonniers furent contraints de parcourir des centaines de kilomètres à pied dans des conditions extrêmes. Ces transferts sont restés dans les mémoires comme des marches de la mort. L'objectif déclaré était d'empêcher la libération des prisonniers et de témoigner du système d'extermination. Mais il y avait aussi un calcul politique. Heinrich Himmler, conscient de la défaite imminente, tenta de conserver les survivants comme monnaie d'échange. En les maintenant sous contrôle, il espérait les offrir comme monnaie d'échange aux puissances occidentales et se présenter comme un interlocuteur valable auprès d'elles. Les marches se déroulaient en plein hiver, avec des températures négatives, une nourriture rare et sans abri. Les prisonniers étaient contraints de marcher pendant la journée et de dormir dehors. Ceux qui ne pouvaient continuer étaient exécutés sur place par les gardes SS. Le long des routes et des chemins de Silésie, de Prusse orientale et de Saxe, des corps restaient abandonnés, visibles de quiconque croisait les colonnes. En avril 1945, Himmler concrétisa quelques gestes de libération sélective. Le plus connu fut un convoi transportant environ 1700 Juifs qui quitta le camp de Bergen-Belsen pour la Suisse et réussit à franchir la frontière. Ce fut un cas exceptionnel au milieu des évacuations meurtrières. La grande majorité de ces tentatives d'échange échouèrent. Les Alliés refusèrent de le reconnaître comme négociateur ni d'échanger des vies contre des concessions diplomatiques. Les témoignages recueillis après la guerre décrivent une faim extrême, un manque de vêtements adéquats et une violence constante de la part des gardes. Les soldats allemands qui ont traversé avec ces colonnes ont laissé des témoignages sur le contraste entre leur propre démoralisation et la brutalité envers les déportés. Il y a eu des cas isolés de civils offrant de l'eau ou de la nourriture, même si cela impliquait un risque de représailles. La population en général se limitait à observer le passage des prisonniers. Les principaux camps de Pologne furent évacués de cette manière. Dachau, Sachsenhausen et Ravensbrück, plus proches du cœur de l'Allemagne, furent également le théâtre de marches vers le sud et l'ouest. Au total, des centaines de milliers de prisonniers parcoururent de longues distances durant les dernières semaines de la guerre. Des dizaines de milliers périrent en chemin, alors que la défaite allemande n'était plus qu'une question de jours. Ces marches n'avaient aucune valeur militaire. Elles résultaient de la combinaison entre la volonté d'Himmler d'utiliser les prisonniers comme instrument politique et le refus du régime de laisser les camps tomber intacts aux mains de l'ennemi. Dans certains cas, les colonnes furent atteintes par les troupes alliées et libérées en pleine route. Dans d'autres, elles se dispersèrent au milieu des combats. La plupart, cependant, se prolongèrent jusqu'à la capitulation finale. À l'instar du décret Néron, les marches de la mort symbolisaient la propension du régime à sacrifier la population civile et les prisonniers afin de maintenir la fiction de son contrôle.
Elles étaient l'expression d'un pouvoir qui, même en ruine, cherchait à prolonger sa destruction jusqu'au dernier instant. Berlin en flammes, la dernière citadelle du Reich. En avril 1945, la bataille de Berlin marqua le dernier épisode du front européen. La capitale du Reich, autrefois centre politique et militaire, fut transformée en un champ de ruines sous un feu incessant. Le 16 avril, le maréchal Georgi Zhukov lança l'offensive sur l'Oder avec une force d'une ampleur sans précédent. En quelques jours, les défenses allemandes furent vaincues et les unités soviétiques avancèrent vers le cœur de la ville. Les troupes allemandes tentèrent de résister sur les hauteurs de Silo, sous le commandement du général Theodor Buss. Pendant plusieurs jours, les positions réussirent à stopper partiellement l'avancée, mais la supériorité soviétique en artillerie et en blindés fut écrasante. Le 20 avril, jour du 56e anniversaire d'Hitler, les premières formations de l'armée rouge entrèrent dans la banlieue est de Berlin. L'offensive fut accompagnée d'un bombardement d'artillerie sans précédent. Des milliers de pièces d'artillerie lancèrent un feu continu sur la capitale, tandis que l'aviation soviétique frappait des nœuds ferroviaires, des usines et des zones résidentielles. Des quartiers entiers furent réduits en ruines et la population civile chercha refuge dans les sous-sols et les stations de métro. Le nombre de victimes augmenta de jour en jour. Les combats urbains s'intensifièrent rapidement. Les troupes soviétiques, les unités SS et les milices du Volkssturm s'affrontèrent bâtiment après bâtiment. Les jeunes des jeunesses hitlériennes reçurent des armes anti-chars portatives et furent envoyés affronter des colonnes blindées. Des hommes d'un certain âge furent également mobilisés en formations improvisées. La résistance manqua de coordination et ne fut soutenue que par le mot d'ordre de ne pas céder. Le 23 avril, Berlin était complètement encerclée. La ville était isolée du reste de l'Allemagne. À ce moment-là, le bunker de la chancellerie était devenu le centre symbolique d'un pouvoir qui n'était plus en mesure d'exercer un contrôle effectif. L'anniversaire d'Hitler, célébré 3 jours auparavant, était un témoignage de crépuscule. Au lieu des nombreux défilés des années précédentes, seul un groupe réduit de collaborateurs vint présenter ses vœux dans le bunker. Le même jour, il se rendit brièvement dans le jardin de la chancellerie pour décorer les combattants des jeunesses hitlériennes. Ce fut sa dernière apparition publique connue. Le complexe souterrain était divisé en 2 niveaux, le Fort Bunker avec les bureaux auxiliaires et le Führerbunker situé plus en profondeur qui abritait les chambres privées et la salle de conférence. À la mi-avril, une trentaine de personnes résidaient dans l'enceinte, parmi lesquelles Hitler, Eva Braun, Martin Bormann, Joseph et Magda Goebbels avec leurs 6 enfants, des officiers SS, des secrétaires et des militaires. La vie dans le bunker se détériorait de jour en jour. L'air s'imprégnait d'humidité et de fumée. L'électricité fonctionnait irrégulièrement, les communications avec l'extérieur étaient fragmentées, et les explosions d'artillerie faisaient trembler les murs de béton. L'ambiance était tendue et désorganisée. La consommation d'alcool était devenue une habitude parmi les officiers et les fonctionnaires. On assistait à des discussions violentes, à des épisodes de désespoir et à des signes d'apathie généralisés. Malgré l'isolement, Hitler continua de donner des ordres. Il insista pour que les unités dispersées ou inexistantes se regroupent afin de lancer des contre-offensives décisives. L'un des ordres les plus importants fut adressé au général Felix Steiner, à qui il confia l'organisation d'une attaque par le nord pour briser le siège soviétique. En pratique, Steiner ne comptait pas sur les forces nécessaires. Des divisions furent détruites et manquèrent de carburant et de munitions. L'attaque ne fut jamais menée. Lorsqu'Hitler fut informé de l'impossibilité de l'opération, il réagit avec colère. Le 22 avril, dans la salle de conférence du bunker, il explosa dans une attaque furieuse contre ses généraux. Il accusa la Wehrmacht d'incompétence, dénonça la trahison de ses officiers et affirma que le peuple allemand n'avait pas été à la hauteur de la tâche. Au milieu de cette décharge, il reconnut que la guerre était perdue. Il déclara qu'il resterait à Berlin jusqu'au bout, mais que ceux qui le souhaitaient pouvaient abandonner la capitale. Cette déclaration fut interprétée comme une renonciation de facto au commandement suprême. Bien qu'il continuât de signer des ordres, il cessa de diriger la guerre avec cohérence. Dans les heures qui suivirent, plusieurs collaborateurs profitèrent de l'occasion pour s'échapper de la ville avant la fin définitive du siège. Après cette explosion, Hitler resta longtemps reclus dans ses appartements. Martin Bormann assuma un rôle central dans la gestion quotidienne,
tandis que Joseph Goebbels, fidèle compagnon du chef, décida de rester aux côtés de celui-ci. Le moral des personnes présentes baissait à chaque nouvelle annonçant la proximité des combats. Les troupes soviétiques avançaient vers Alexanderplatz, le Tiergarten et la gare d'Anhalter. Le siège se resserrait rue après rue. Le 25 avril, les forces soviétiques achevèrent l'isolement total de la capitale. Le même jour, elles rejoignirent les troupes américaines sur l'Elbe. L'Allemagne fut divisée en deux et Berlin, assiégé, devint le théâtre de son effondrement final. La chute absolue, le suicide qui scella le destin nazi. Fin avril 1945, le siège de Berlin était total. La chancellerie du Reich, réduite en ruines par les bombardements, abritait dans son bunker souterrain les derniers dirigeants du régime. C'est là qu'Adolf Hitler, isolé et physiquement délabré, décida de mettre fin à sa vie politique et personnelle par des actes qui marqueraient la fin du Troisième Reich. Le 29 avril, aux premières heures de l'aube, Hitler épousa Eva Braun, sa compagne de plus de 10 ans, jusque-là tenue à l'écart de la vie officielle. La cérémonie fut brève, présidée par un fonctionnaire du parti descendu au bunker pour enregistrer l'union. Après la signature de l'acte, les jeunes mariés prirent le petit déjeuner avec quelques personnes présentes. Le même jour, Hitler dicta ses testaments politiques et personnels. Dans ce document politique, il réitéra ses accusations contre les Juifs et proclama que l'Allemagne devait poursuivre la lutte. Il nomma Karl Dönitz président du Reich et Joseph Goebbels chancelier. Le testament personnel léguait ses biens personnels à sa famille et interdisait toute profanation de son corps par des ennemis. Dans l'après-midi du 30 avril, Hitler et Eva Braun se retirèrent dans leur quartier privé. Vers 15h30, un coup de feu retentit. Lorsque ses assistants entrèrent, ils trouvèrent Hitler effondré sur un canapé, mort d'une balle dans la tempe tirée par son pistolet Walter. À ses côtés, Eva Braun avait ingéré du cyanure. Conformément aux instructions précédentes, les corps furent enveloppés dans des couvertures, transférés dans le jardin de la chancellerie, aspergés d'essence et incendiés. Des explosions d'artillerie soviétique s'abattirent déjà à proximité. Les restes furent partiellement carbonisés et enterrés dans une fosse improvisée. Après le suicide d'Hitler, Joseph Goebbels assuma brièvement le poste de chancelier, bien que l'autorité de ce poste fût peu efficace. Accompagné de son épouse Magda, il décida de ne pas survivre à la chute du régime. Magda Goebbels fit venir les 6 enfants du couple au bunker. Avec l'aide du docteur Ludwig Stumpfegger, les enfants furent mis sous sédatifs à la morphine puis empoisonnés avec des capsules de cyanure. Quelques heures plus tard, le 1er mai, Joseph et Magda quittèrent le refuge et se rendirent dans le jardin de la chancellerie. Là, ils se suicidèrent, lui se tirant une balle dans la tête, elle mordant une capsule de poison. Leurs corps furent partiellement incinérés par les SS. Martin Bormann, secrétaire particulier d'Hitler et figure centrale de l'administration du parti, tenta de s'échapper dans la nuit du 1er au 2 mai. Accompagné d'un groupe d'officiers, il tenta de percer vers le nord. Ils franchirent sous les tirs le pont de Weidendammer, en direction de la gare de Leurter. Bormann emportait avec lui des documents et une partie des testaments du Führer. Au milieu des combats, le groupe fut dispersé. Bormann mourut à proximité de la gare. Son corps ne fut pas identifié sur le moment. Pendant des décennies, des rumeurs circulèrent quant à sa survie. En 1972, des restes retrouvés à Berlin furent identifiés comme étant les siens grâce à des analyses médico-légales. Entre-temps, Heinrich Himmler, chef de la SS, avait été démis de ses fonctions après avoir appris ses tentatives de négociation avec les alliés occidentaux. Fin avril, il quitta Berlin et tenta de se cacher sous une fausse identité. Il voyagea déguisé en simple soldat et muni de faux papiers au nom de Heinrich Hitzinger. Le 21 mai, il fut arrêté par une patrouille britannique près de Bremervörde. Emmené à Lunebourg pour y être interrogé, il révéla son identité. Lors de la perquisition, il cacha une capsule de cyanure dans sa bouche. Le 23 mai, examiné par un médecin, il réussit à mordre la capsule et mourut en quelques minutes. Son corps fut enterré dans une tombe anonyme. Hermann Göring, ancien chef de la Luftwaffe et successeur désigné d'Hitler en 1941, avait tenté de prendre le pouvoir dans les derniers jours d'avril en envoyant un télégramme demandant l'autorisation d'assumer la direction de l'État. Hitler,
Convaincu par Bormann qu'il s'agissait d'un acte de trahison, le démit de tous ses postes et ordonna son arrestation. Göring fut libéré après la mort d'Hitler et se dirigea vers le sud de l'Allemagne. Le 8 mai, il se présenta aux Américains au Tyrol, accompagné d'une suite vêtue de son uniforme complet et décoré. Il feignit d'être traité comme un chef d'État qui s'était rendu. Il fut interrogé, puis emprisonné, où il devint l'un des principaux accusés du procès de Nuremberg. Après la mort d'Hitler, Karl Dönitz, originaire de Flensburg, tenta de négocier une reddition partielle avec les alliés occidentaux afin de poursuivre la résistance contre l'Union soviétique. Les puissances alliées rejetèrent tout accord séparé et exigèrent la reddition totale. Le 7 mai, à Reims, le général Alfred Jodl signa la reddition sans condition de toutes les forces allemandes, effective à minuit le 8 mai. Le lendemain, à Karlshorst, Berlin, le document définitif fut signé devant des représentants soviétiques, britanniques, américains et français. La guerre en Europe était officiellement terminée. Dans les rues de Berlin, déjà occupées par l'armée rouge, les vestiges du régime s'effondraient. La nouvelle de la mort d'Hitler fut transmise par radio le 1er mai. Le communiqué officiel assurait qu'il était tombé en combattant jusqu'à son dernier souffle contre le bolchevisme à Berlin. Le régime cherchait ainsi à préserver l'image d'un dirigeant qui n'avait pas capitulé. Ce fut le dernier message de propagande d'un appareil en voie d'extinction. En réalité, Hitler était mort de son plein gré dans son bunker, accompagné de sa jeune épouse et entouré d'un cercle restreint. Le mythe du Führer tombé au combat circula pendant des semaines dans un pays dévasté. Au même moment, la réalité de la capitulation sans condition mit fin au Reich, qui promettait 1000 ans et qui avait à peine survécu 12 ans. À Berlin, les soldats soviétiques hissèrent le drapeau rouge sur le Reichstag, tandis que dans les rues de la capitale détruite, des civils allemands émergeaient des sous-sols où ils avaient survécu au dernier combat. Les archives du parti nazi ont brûlé dans les cours et les bureaux, détruites par des fonctionnaires qui tentaient d'effacer les preuves de 12 années de gouvernement. Dans les prisons et les camps de concentration libérés, les survivants ont raconté les histoires auxquelles le monde aurait à faire face dans les années à venir. L'appareil de propagande qui avait entretenu l'illusion jusqu'au bout s'est désintégré en quelques heures. Les stations de radio se sont tues, les journaux ont cessé de paraître et des affiches à l'effigie du Führer ont été arrachées des murs par la population ou les troupes d'occupation. Dans des bunkers et des abris à travers l'Allemagne, des millions de civils ont découvert un monde transformé. Villes en ruines, ponts détruits, usines dévastées témoignaient du véritable prix de la guerre que le régime avait promis de gagner. Le Reich millénaire s'était achevé dans les sous-sols d'une chancellerie en ruine, avec le bruit de l'artillerie soviétique comme épitaphe.